venez avec moi, on va interviewer les gendarmes. Donc, je suis le lieutenant-colonel Arnaud Amestoy, officier adjoint commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne. Bonjour Arnaud, merci. Suite à mon usurpation d'identité, j'aimerais que vous m'expliquiez comment ça fonctionne cybermenace. Mais écoute, Sophie, on va aller voir les spécialistes de nouvelles technologies qui arment la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces et qui se trouve au sous-sol de la gendarmerie. J'aimerais surtout savoir comment ça se passe l'appel des personnes sourdes et malentendantes. Comment ça fonctionne? Écoute Sophie, c'est une très bonne question. Nous irons voir tout à l'heure les opérateurs du centre opérationnel de la gendarmerie qui nous expliqueront comment ils réagissent lorsque nous recevons un appel du 114. Bonjour, on est où là? Alors nous sommes au centre opérationnel de la gendarmerie à Limoges. Nous sommes dans une salle où nous traitons les appels d'urgence et nous pouvons après envoyer les patrouilles en cas d'intervention ou répondre aux sollicitations des appelants. On a 3 opérateurs aujourd'hui. Donc moi, je suis l'adjudant-chef Guillaume et les 2 opérateurs qui sont présents derrière nous, l'adjudante Magali et l'adjudant Philippe. Vous pouvez m'expliquer comment fonctionne votre service? Oui, alors nous recevons tous les appels téléphoniques du département hors secteur Limoges. Nous recevons les appels du 17, appels d'urgence. Nous recevons les appels pour des renseignements ou pour des demandes d'intervention. Ensuite, à nous d'ensuite envoyer une équipe afin de traiter l'intervention selon le degré d'urgence. Vous pouvez m'expliquer quoi comme service exactement? Oui, nous on gère les interventions en priorité, mais pas que. On est aussi là pour renseigner les gens sur des questions de tout et n'importe quoi, sur une pharmacie de garde, sur une question de procédure, sur une question de vie commune, sur des besoins outre X ou Y, notamment sur des violences ou sur des conseils aussi. C'est quoi la carte? La carte, c'est la carte du département où nous avons engagé des unités de gendarmerie sur le terrain. Alors, pas forcément en intervention, mais sur la présence au niveau de la prévention. Cette carte, ça nous permet aussi de localiser, en cas de besoin et d'urgence, l'unité à engager en priorité, s'il y a besoin. On est où là? Alors, nous nous trouvons à Limoges, au centre de la carte, et après, toutes les autres unités sont du département. D'accord. Mais nous, on traite les appels de Limoges. Comment ça se passe quand vous recevez un appel? Alors, nous recevons un appel téléphonique via un téléphone. L'appelant est localisé sur une carte, qui est un appel d'un téléphone fixe ou mobile. De là, nous avons aussi l'appelant qui apparaît sur une fiche via l'opérateur et nous pouvons localiser l'origine de l'appel. Comment ça fonctionne pour les personnes sourdes et malentendantes? Alors, nous recevons un appel du 114 qui est basé à Grenoble, qui nous appelle directement par le téléphone. C'est une ligne d'urgence. De là, nous avons une urgence qui apparaît sur notre ordinateur, où il y a marqué 114. L'opérateur nous indique l'origine de son appel, l'identité, et le pourquoi du comment. Pourquoi la personne appelle, quelle est l'urgence, et pourquoi on devrait envoyer une équipe gendarmerie. Ensuite, à nous de renseigner le 114 sur nos possibilités et d'envoyer une équipe gendarmerie pour gérer l'intervention. Bien. Est-ce que la prise en charge est plus longue qu'un appel normal? Non, la prise en charge est tout aussi normale que les autres appels que nous recevons. L'opérateur du 114, il est déjà formé, soit à la langue des signes, soit à la parole. Et celui qui nous appelle va communiquer, comme vous et moi. En conséquence, il va nous expliquer l'origine de l'appel, pourquoi on devrait envoyer quelqu'un et la demande de secours de l'appelant. À nous, après, d'envoyer une équipe gendarmerie pour gérer l'intervention sur les lieux de l'origine de l'appel. C'est bien, je suis rassuré. Si demain, il y a un problème, j'appelle le 17. Si je n'arrive pas à m'exprimer, je dis juste à l'aide. Comment ça marche? Alors nous, on va le géolocaliser l'appel directement parce qu'il va apparaître sur notre écran. Et si néanmoins, on ne peut pas le géolocaliser, si ça apparaît pas, nous, on a des moyens pour faire la géolocalisation. En conséquence de quoi, on apportera toujours une réponse adaptée. Et on adaptera les moyens si nécessaire.
D'accord, merci. Je vous en prie. Sur combien de temps vous pouvez me retrouver? Ça peut être assez rapide. Le temps de recevoir l'appel, de localiser l'appel, de téléphoner à nos équipes pour qu'ils arrivent. Ça peut être, s'ils sont proches et dehors, ça peut être en 5 minutes maximum. Comme ça peut prendre un petit peu plus de temps pour justement faire venir du monde, si c'est de nuit ou si c'est dans les périodes de coupure. D'accord. Alors ici, au centre opérationnel, on traite aussi des événements majeurs. Vous avez un exemple récent? Oui, récemment, au nord du département, un camion toupie a eu un accident, ce qui a causé une coupure d'axe et également une grosse coupure d'électricité, qui a occasionné pas mal de dégâts et pas mal de dommages. Ici, au centre opérationnel, ça a entraîné l'augmentation des moyens, notamment en termes de personnel, ce qui a permis l'activation d'une cellule de crise à notre niveau. On peut vous appeler quand? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés et week-ends, pour les urgences et les renseignements. N'hésitez pas à faire le 17. Le char du centre opérationnel gendarmerie. Il y a eu beaucoup d'informations. C'est super. Je vous amène avec moi voir les spécialistes en nouvelles technologies de la gendarmerie. Venez. Bonjour, c'est Sophie. Bonjour Sophie, moi je suis l'adjudant Guillaume, enquêteur en nouvelles technologies auprès de la gendarmerie de Haute-Vienne. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ces cybermenaces? Ok. Alors les cybermenaces, c'est assez vaste, puisque ça peut être de l'escroquerie, hein, où on va essayer de prendre l'argent d'une personne sur Internet, donc on peut usurper son identité. On peut aussi faire des menaces, en fait, tout ce qui est infraction qu'on voit dans la vie réelle, qu'on peut transposer sur Internet. Donc ça peut être des menaces, ça peut être des violences, hein, ne serait-ce que des insultes, de la haine raciale. Enfin, tout ça, c'est assez vaste. Le but du jeu, du mise en cause, va être de nuire à une personne, ou à plusieurs personnes, ou à une entreprise, pour récupérer des données, revendre ces données, ou justement trouver les données d'identité et récupérer de l'argent. Principalement, la motivation, c'est financière. Quels sont les moyens pour arrêter les malfaiteurs? Ok, alors on a beaucoup de pistes. Ce qui va beaucoup fonctionner dans les enquêtes, ce sont les réquisitions que l'on va faire auprès des organismes de téléphonie, de fournisseurs d'accès Internet, ou de toute entreprise qui peut nous fournir des informations pour récupérer un indice, comme une adresse IP, un numéro de téléphone, tout ce qui va permettre d'identifier en fait la cause, en fait, le mise en cause. Après, nous, à titre personnel, dans ma branche, on a des ordinateurs et des logiciels et des appareils pour justement déverrouiller des ordinateurs, déverrouiller des téléphones, même si la personne ne donne pas son consentement. Et ce qui va nous permettre de fouiller dedans, de trouver des preuves, même dans les fichiers effacés. Voilà, on peut remonter très loin dans tout ça. On peut retrouver dans les journaux d'événements de Windows, alors c'est un peu compliqué, mais s'il y a eu tel événement à telle heure, telle intrusion, s'il y a eu une intrusion dans le réseau d'une entreprise, grâce à ça. C'est incroyable. Aujourd'hui en France, vous avez combien de taux de résolution? Alors en France, si le mise en cause est en France, on peut dire que le taux de résolution est quasiment atteint à 100%. Voilà. Quand c'est un mise en cause qui est en Europe, alors ça va dépendre du préjudice. Mais si c'est un gros préjudice, généralement pour les entreprises, il va y avoir une coopération européenne avec les forces de police européennes qui va se faire. Et on va remonter, comme ça, on va réussir à grappiller. Hein. Même très récemment, il y a eu un groupe d'activistes, alors quand je parle activistes, c'est hack pour hacking, piratage, en Russie, qui a été démantelé. Et si c'est hors Europe, donc la coopération internationale se fait, mais c'est plus difficile. Alors ça se fait avec les États-Unis,
Mais par exemple, avec tout ce qui est continent africain, ça va être très difficile. Voilà. Ce qui est vraiment pas sûr du tout, là, pour le coup. En dehors de la France, c'est très compliqué. Tout à fait. Voilà. Il y a des coopérations qui se font, mais c'est plus long, puisque chacun a son système judiciaire différent. Et donc il faut que les lois soient en corrélation, que ça se rejoigne. Et après, ça se fait quand même. On a parlé de surveillance, de DTT, de piratage. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Okay. Donc nos enquêtes nous amènent à travailler sur tout un panel d'infractions. En l'occurrence, ça peut être du terrorisme, du trafic de stupéfiants, de la contrefaçon d'objets de marque, et surtout de pédopornographie, et effectivement aussi en termes de violences faites aux femmes, hein, si on va rechercher divers éléments sur les matériels du mis en cause, qui sont sujets pourquoi il fait ça, quoi. On va fouiller donc non seulement son ordinateur, son téléphone, etc., mais aussi on va regarder toute sa navigation Internet, sur quel site il est allé, quel site il a fréquenté, est-ce qu'il est allé sur des sites en dehors de l'Internet public, est-ce qu'il est allé sur le Darknet, comme on appelle, ou le Deep Web, pour rechercher des choses qui sont illégales, en fait. Vraiment, c'est plus beaucoup de travail. En effet, je vais rester pragmatique, en Haute-Vienne, on est quand même un petit département, mais il n'empêche que nous sommes 2 pour tout le département, donc on a beaucoup de dossiers qui arrivent régulièrement, et on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis victime? Alors il suffit déjà d'une part d'en parler autour de vous, à votre famille, parce que s'il y a une perte d'argent, ça peut être dangereux pour vous. Effectivement, il faut quand même prévenir la police ou la gendarmerie, qui se chargera de prendre votre plainte, votre déposition et de faire une enquête. Et si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, vous pouvez signaler le fait d'être victime sur un site comme cybermalveillance.gouv.fr et le site internet-signalement.gouv.fr, qui est le site Pharos, en fait, qui permet de signaler toute infraction. C'est le plus important, en fait, celui-là, parce qu'il va vous permettre de signaler quand vous êtes victime ou quand vous êtes témoin d'une infraction. Si vous voyez un site internet qui propose des choses illégales, vous pouvez le signaler aussi sur Pharos, sur la plateforme Pharos. Voilà. Enfin, vous avez aussi blocktel.gouv.fr. Bon, là, c'est surtout pour vous, à titre personnel, si vous voulez éviter le démarchage téléphonique, mais ce qui peut entraîner des escroqueries par la suite. Merci beaucoup. N'hésitez pas de faire ce que Guillaume vient de dire. Et merci pour nous. Eh ben, merci à vous, et puis je vous souhaite également bon vent pour la suite. On a appris plein de choses. Merci à Guillaume de nous avoir expliqué. C'est très intéressant. Beaucoup de courage. Si vous êtes victime, n'hésitez pas à en parler. C'est très important. Merci beaucoup Arnaud pour toutes les informations. Et merci beaucoup pour votre accueil très chaleureux. Je suis très contente. Merci. Avec plaisir, Sophie, et tu reviens quand tu veux. Au revoir.